Dakar, Madeline, Madeline is counting on you. Madeline, Africa believes in you, my guys. Guy, 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 guy the bad. Guy, 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 yeah the bad. Guy, feel you the bad. Je rappelle que les deux équipes vont s'affronter sur le thème suivant. L'économie informelle, avantages ou inconvénients pour le Sénégal. Alors, avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, applaudissez. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois dans Kai Débat pour un match qui va opposer deux titans, l'INSEP et le CESTI. Vous êtes déjà habitué au format, 30 minutes pour convaincre, 15 minutes par équipe. Nous sommes là pour débattre, pour parler de choses qui nous concernent, pour donner un avis bien structuré dans une logique de cause, conséquences et solutions. Guy the bad, avec les instituts. Guy the bad, guy feel you the bad. La publicité, c'est la sauvegarde du peuple. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Jean-Simon Bailly, premier maire de Paris. Et Edouard Plenel, directeur du journal Mediapart, a dans son livre intitulé Sauvegarde du peuple, tenté de donner une explication à cette affirmation. Et il nous dit de ne pas prendre le mot publicité au sens actuel, mais plutôt dans sa dimension originelle. Il s'agit donc de l'information qui, toutefois, est mise à la disposition du peuple, se présente en sauveur. L'information est donc un moyen d'affranchissement pour le peuple. C'est dans ce sillage qu'à nos qualités d'apprentis journalistes au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, nous tâcherons, tout au long de ce débat, à nous appuyer sur des informations vérifiées, des faits certifiés et recoupés auprès de sources fiables. Assalamu alaikum, Gakou Aïdara pour vous servir. Économie informelle, avantages ou inconvénients pour le Sénégal. Voici, mes chers, le thème qui nous réunit tous aujourd'hui. Le Sénégal est ce pays, comme l'on nous l'a appris en primaire, situé à l'ouest de l'Afrique, limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par les deux Guinées, à l'ouest par l'océan Atlantique. C'est ce pays qui a vu défiler 4 présidents, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Tous ont tenté, chacun à son niveau, à structurer une économie dite informelle. Je m'en vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est la mienne. Je suis un enfant. Je suis orphelin. Je suis apatride. C'est-à-dire, je n'ai pas de papier. Aucune disposition formelle ne me couvre. Comparé à mon meilleur ami, qui lui a une famille. Il a un père État. Il a un père juridique. Il a une mère fiscalité. Il a une mère comptabilité. Lui, il est caractérisé par la stabilité. Son nom à lui, c'est l'économie formelle. Moi, qui suis caractérisé par le tacite, le cachet, moi qui suis caractérisé par l'informalité, mon nom à moi, c'est l'économie informelle. L'Organisation internationale du travail me définit comme étant l'ensemble des activités des travailleurs des unités économiques qui, en droit ou en pratique, ne sont pas couverts par des dispositions formelles ou sont insuffisamment protégés. Devant vous, Noé Paul Dakossa, étudiant en journalisme au Centre d'études et sciences et techniques de l'information. Moi, économie informelle, je suis cet informel qui fonctionne au vu et au su de tout le monde. Je suis ces activités de rue, ces braves dames vendeuses de tables. Je suis ces ambulants de Koloban, d'HLM, de Petersen, au Sandaga. Je suis aussi ces petites et moyennes entreprises qui ne transgressent pas délibérément la réglementation, qui fonctionnent au vu et au su de toutes les autorités. Pourquoi je suis apatride? Je suis apatride parce que je souffre d'un manque de structuration criard. Pourquoi je suis orphelin?
Je suis orphelin parce que je souffre d'un manque, parce que je suis incapable d'obéir au cadre fiscal. Pourquoi je suis orphelin? Je suis orphelin parce que je suis dans l'incapacité d'obéir au cadre étatique. Pourquoi je suis orphelin? Je suis orphelin parce que je suis incapable d'obéir au cadre juridique. Par conséquent, ceux-là ne me reconnaissent pas. Malgré tout ce lot, je comporte des avantages. Merci. L'on serait tenté de nous dire que l'économie informelle favorise une perte fiscale estimée à plus de 30 milliards chaque année. Mais le rapport d'enquête de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, nous apprend que l'économie informelle contribue à hauteur de 41,6% du PIB national. Ce rapport date de 2013. Mieux, allez au niveau des mairies. Vous verrez l'importante contribution de ce secteur au budget des municipalités. Cette somme d'argent provient des marchés, des garages et des cantines que nous tous ici nous fréquentons. Mesdames et messieurs, devant vous, Rémi Modou Sousso. Dans la préparation de ce débat, nous avons pris le soin de contacter des sources fiables. Et parmi elles, Alessec, adjoint à la mairie de Mbao. Il nous a dit ceci: l'économie informelle contribue à hauteur de 60% du budget de la municipalité. Voyez-vous donc par vous-même l'importance de ce secteur. Donc on serait tenté de nous dire que cette contribution est faible, car représente 3% des recettes fiscales intérieures, selon la DPE. Nous dirons peut-être que ce secteur est symbole d'une occupation anarchique. Occupation anarchique qui occasionne des embouteillages monstres. Et le ministre Omar Youm, sur les pages du journal L'Observateur du 2 décembre 2019, nous révèle que le Sénégal a perdu entre 2010 et 2019 2 000 milliards de francs CFA dus aux embouteillages. Avant de répondre à ces chiffres, entre parenthèses, ce matin j'étais à l'Ecobank pour récupérer ma bourse. J'ai arrêté 2 cours, j'ai perdu 4 heures. Il n'y avait pas d'embouteillage de voitures, mais de personnes. Et pourtant l'Ecobank, ce n'est pas l'information. Revenant aux chiffres du ministre, il a dit 2 000 milliards de francs CFA. Mais rappelons-nous qu'entre octobre et novembre 2020, près de 480 personnes ont péri en mer selon l'OIM, Organisation internationale de la migration. Et que représente 2 000 milliards de francs CFA comparé à la vie de 480 personnes? Non, que dis-je, comparé à la vie d'un seul individu. N'eût été le secteur informel, je n'ose imaginer quel serait le bilan de ces pertes en vies humaines. Le secteur informel joue ainsi un rôle important et montre que le secteur formel a failli dans sa capacité de recrutement. Et parlons justement de capacité de recrutement. L'ANSD nous révèle que chaque année, c'est 100 000 jeunes qui entrent dans le marché du travail. Mais où vont-ils? Vous demandez-vous certainement. L'OIT, Organisation internationale du travail, a publié un rapport intitulé « Diagnostic sur l'économie informelle au Sénégal » et c'est publié en 2020, c'est très récent. Et dans ce document, il nous dit que le Sénégal compte 10 millions d'individus dans la population active. Et imaginez-vous, dans ces 10 millions, les 9 600 000 sont dans le secteur informel. Ce qui veut dire que seules 400 000 personnes sont recrutées par le secteur formel. En valeur relative, c'est 9 sur 10 travailleurs qui sont dans l'économie informelle. Cela montre à suffisance l'importance de ce secteur dans la vie des Sénégalais. Alors, nos co-débatteurs, chers camarades, tenteront de nous faire croire que l'économie informelle est un secteur qui entrave le développement de notre économie. Mais nous disons non. Nous disons non. Car nous prenons l'exemple de quelques pays. Prenons l'exemple du Japon. L'Empire nippon s'est essentiellement appuyé sur l'économie informelle pour essayer de booster son économie.
l'économie informelle caractérisée au Japon par les PME et les PMI, plus connus sous le nom des Keiretsuku. Vous le connaissez bien. Ne limitons pas seulement au Japon. Trafic de drogue, économie souterraine, marché noir. Telles sont les activités illicites généralement associées aux activités informelles. Selon le professeur Amadou Alimbaï, ancien doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, et actuellement recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans son ouvrage intitulé « Les entreprises informelles de l'Afrique de l'Ouest francophone ». Mesdames et messieurs les membres du jury, honorables invités, auguste assemblée, mes chers co-débatteurs, mes chers collègues, bonsoir. Je suis Papa Mandiaïlo, élève professeur à l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, communément appelée NCTP. Ce soir, nous sommes réunis dans ce qui est convenu d'appeler le sanctuaire de l'intellectualisme, pour ne pas dire le concert de l'excellence, convoqué par un impératif catégorique qui est l'économie informelle. Avantages ou inconvénients? Par définition, et en s'appuyant sur l'œuvre du professeur Amadou Alimbaï, nous allons dire que l'économie informelle est l'ensemble des activités génératrices de revenus non structurées, non organisées ni réglementées. Donc, l'économie informelle ne peut être truffée que d'inconvénients. L'un des plus grands inconvénients de cette économie, c'est la fragilisation de l'État. Oui, la fragilisation de l'État, parce que ce secteur ne participe pas aux recettes fiscales et aux taxes d'impôts. Et c'est à partir de ces impôts payés que l'État parvient à construire des routes, à relever le niveau des études, à construire des hôpitaux. Donc, l'exemple patent que je vais donner, c'est ici, dans ce temple du savoir où nous sommes. Nos tickets de repas, nos tickets de restaurant sont subventionnés grâce aux fiscalités, grâce aux impôts payés par l'économie formelle. Donc, auguste assemblée, les inconvénients sont nombreux. Mais je vais appeler ici mon cher collègue, le technicien supérieur, qui va venir ici vous démontrer tactiquement et techniquement que l'économie informelle est truffée d'inconvénients. Je vous remercie. L'économie informelle, avantage ou inconvénient pour le Sénégal? Soyons plus pragmatiques. L'économie informelle, soyons plus pragmatiques en se demandant comment l'économie informelle est-elle néfaste pour le Sénégal. Mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du public, je suis El Hadj Djibril Dieng, candidat de la seule école normale supérieure du Sénégal. Je vous parle bien sûr de l'NCTP. La première victime de l'économie informelle, ce sont bien sûr les entreprises du formel qui perdent énormément en compétitivité. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité? C'est la capacité d'une entreprise à se maintenir ou à augmenter ses parts dans un marché. Si une entreprise n'arrive pas à se maintenir dans un marché, elle coule et énormément de personnes perdent leur emploi dans cette économie-là. La compétitivité, elle est importante dans un pays. Pourquoi? Si une entreprise, elle reste compétitive, c'est comme ça qu'elle amène, qu'elle cherche, qu'elle augmente en productivité, arrive à exporter hors du pays. S'il ne l'est plus, cela nous amène à un autre inconvénient, qui est la perte d'emploi formel. Si une entreprise perd en compétitivité, elle baisse en production. Qui dit baisse de production, dit licenciement. Et qui dit licenciement, dit augmentation du taux de chômage. Autre inconvénient en dehors de ces entreprises est l'aspect directement social qui nous touche directement dans nos ménages. Parce que d'après la définition du Bureau international du travail, dans l'économie informelle, la plupart des employés ne sont pas qualifiés et ont reçu peu ou pas de formation. Ce qui fait que la qualité des produits est fortement impactée et nécessairement les ménages en souffrent.
Combien de mécaniciens ont tué des personnes dans les rues parce qu'ils ne sont pas qualifiés? Combien de personnes, des électriciens, ont brûlé des maisons parce qu'ils ne sont pas qualifiés? Et on va lancer une pierre à nos amis Diagnène et Falen qui ne prennent pas attention à la qualité de la nourriture qu'ils consomment. Parce que dans le milieu agroalimentaire, d'après l'OMS, 91 millions de personnes souffrent d'intoxication alimentaire tous les ans et 670 000 en meurent tous les jours. Pour ne pas tirer trop en longueur, je vais passer la parole à ma collègue électricienne qui est certainement au courant de beaucoup de choses. Le secteur informel n'a pas des inconvénients que sur le plan politique ou social. Il y a aussi la déscolarisation et l'analphabétisation de la jeunesse. D'après l'OIT, Organisation internationale du travail, un enfant sur 4 est déscolarisé. Qu'en est-il de leurs avenirs? Au lieu d'aller à l'école, ces enfants préfèrent rejoindre leurs parents dans leur boutique informelle. Est-ce que cette jeunesse qui n'est pas instruite, qui n'a pas eu une formation, pourrait servir à sa société? Voyez-vous les inconvénients de l'économie informelle? Et pour ne pas tirer en longueur, je vais appeler notre concepteur pour qu'il conceptualise les inconvénients de l'économie informelle. Bonsoir, Monsieur Pascal. Bonsoir, Madame la charmante Valée Khady Diouf. Alors, puisqu'on est en face de la CECI, on va se mettre dans la peau d'un journaliste pour pouvoir savoir les inconvénients de l'économie informelle. Merci. Alors, Monsieur Pascal, qu'est-ce qui fragilise l'État? L'économie informelle. Qu'est-ce qui est la cause de la déscolarisation de L'économie informelle toujours. Et qu'est-ce qui est à la cause de la manque de qualification? L'économie informelle, il sera. Mesdames et messieurs, je vous le dis, l'économie informelle, encore l'économie informelle, toujours l'économie informelle. Mais Madame la charmante Valée, permettez-moi de vous poser une question. C'est quoi la cause du divorce? L'économie informelle. Mesdames et messieurs, je vous le dis, vous applaudissez trop. Merci. La CESTI, nous vous remercions. Ils ont anticipé sur ce qu'on allait dire. Voilà une preuve que les journalistes sont sous vos lits quand vous dormez. Eh bien, l'économie informelle, comme l'a si défini mes chers collègues, c'est tout ce qui échappe au regard de l'État. Je vous le dis, l'économie informelle nous a tant divisés. L'économie informelle nous a séparés de l'objectif. L'économie informelle nous a réduits au chômage. Voyez par vous-même combien de parents, combien de frères, combien d'amis, combien de proches souffrent à cause de l'économie informelle. Ils sont au chômage à cause de l'économie informelle. Ils partent travailler avant l'âge du travail et partent en retraite avant l'âge de la retraite, faute de force. D'autres échappent à cela. Ils travaillent avant l'âge du travail, prennent la retraite après l'âge du travail. Et même après l'âge du travail, ils continuent de travailler parce que tout simplement, il faut qu'ils survivent. Et je vous le dis, l'économie informelle est encore truffée d'inconvénients. Et voilà les conséquences du fait qu'on défend l'économie informelle. Parce que même au sein de la CESTI, il manque une femme, une touche féminine. Voilà encore une preuve que c'est de l'économie informelle. Je vous le dis et je vous le répète, si le Sénégal doit se développer, c'est qu'à travers la compétitivité de nos entreprises locales qui vont exporter nos marchandises et faire entrer l'économie au sein du Sénégal. Car nous ne voulons pas une maison qui tourne autour de l'économie locale, mais une maison qui sait créer de l'argent, créer de l'économie au sein même d'une entreprise. Mesdames et messieurs, c'était l'NCTP qui était là pour vous rappeler les causes, les inconvénients de l'économie informelle. Et j'appelle donc à la fiscalisation de l'économie informelle à travers la formation des informés qui vont se faire former
par une formation conforme aux normes et aux règles, aux droits préétablis pour que l'économie... Un tonnerre d'applaudissements pour... Et inutile d'être dans la peau du journaliste pour en parler, il faut juste être un journaliste. Pas besoin d'être une femme pour en parler, il faut juste avoir la connaissance qu'il faut pour en parler. Merci. Mesdames et messieurs, nous disons qu'il n'y a pas besoin de convoquer des formules de Pythagore, des théorèmes d'Adam Smith et des statistiques pour la plupart du temps établies par des organisations étrangères à la réalité socio-économique de notre pays, de notre continent. Parler des avantages de l'économie informelle. Nous n'avons pas besoin d'aller loin car les exemples sont là. Les exemples, ce sont vous, mes chers. Les exemples, c'est moi. Les exemples, c'est la plupart de ces ndongo, de ce fameux Dara de Mam Cheikh Anta. Parlons de ces étudiants qui parcourent pavillon après pavillon, chambre après chambre, vente de t-shirts, vente de sous-vêtements, vente de beignets, allant jusqu'au Café Touba. Et qui par là parviennent à gagner leur vie. Et qui par là parviennent à gagner leur vie dignement, honnêtement. Et qui par là arrivent à financer leurs études pour pouvoir continuer à étudier dans des conditions que nous connaissons tous. Ça, c'est les avantages de l'économie informelle, mesdames et messieurs. Tenter de nous faire croire que l'économie informelle, c'est la drogue, c'est l'insécurité, je suis désolé de vous le dire, monsieur, vous êtes à côté de la plaque. Je vais vous dire pourquoi. Interrogeons cette maman dans le quartier. Ma brave maman, interrogeons-la. Elle vous dira certainement, dans la langue qu'elle comprend, bien sûr, que bu gaz bi jeexee Diallo moo koy abal gaz papa bi wàcc. Que bu ceeb bi jeexee Diallo moo koy abal ceeb ba weer bi dee. Mesdames et messieurs, ça c'est les avantages de l'économie informelle. Car ce n'est pas dans une entreprise formelle qu'elle aurait cet avantage-là. Et ça, je vous le dis. Mesdames et messieurs, dire que nos parents travaillent jusqu'à la retraite et ne trouvent pas quoi manger, je trouve cela assez insolent. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne vais même pas m'attendre à cela. Interrogeons tous ces talibés. Que vous soyez mouride, omarien, tidjane ou laïen, allez à Touba et voyez cette contribution de ces talibés qui évoluent dans le secteur informel. Voyez à quoi cela consiste ou cela participe aujourd'hui à valoriser le Matlaboul Fawzayni de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Le Matlaboul Fawzayni de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul à travers le Massalikul Jinan, à travers l'éventuelle université de Touba, où seront plutôt, ou plus tard, formés des cadres, des intellectuels de ce pays. Ça, c'est des talibés évoluant justement dans l'économie informelle qui, pour la plupart, ont contribué à cela. Allez à Yoff, chez l'Imam Oulay ou Al-Mahdi. Vous contemplez toute cette splendeur du Djouma de Yoff, mais vous verrez par là une participation nette de la plupart de ces talibés qui évoluent pourtant dans le secteur informel. Allez à Tiwawan, c'est Mam Maodo, Abdelaziz, ou chez Al-Haj Malik. Mais contemplez toute cette concentration financière, contemplez cette concentration immobilière. Vous verrez par là cette participation de ces talibés qui évoluent pourtant dans le secteur informel. Mesdames et messieurs, il ne faut pas importer des concepts et des mots MOTS qui ne guérissent guère nos mots MAUX. Il nous faut juste, à la place d'une économie du Sénégal, avoir une économie sénégalaise. Une économie qui nous ressemble, une économie qui nous rassemble. Une économie, mesdames et messieurs, soutenue à travers un appui, un accompagnement de ce même secteur informel. Car nous avons nos réalités, les autres ont les leurs. J'ai une poignée de secondes pour déconstruire quelques énormités et quelques absurdités que j'ai entendues quelque part. Mes chers, vous avez fait l'erreur de dire qu'il faut être instruit pour réussir. Ils ont oublié l'exemple de Youssou, l'exemple de Serigne Mboup, l'exemple du patron de Sedima, Babacar Ngom. Ils ont oublié tant d'exemples. Et pourquoi commencer par dire, comme l'a si bien dit mon camarade, s'il l'a si bien dit, tu n'as pas besoin de répéter, sinon ça devient redondant. Et dire aussi que dans l'informel, il y a des accidents, il y a des morts. Vous vous souvenez de l'incendie du puits de Gadiaga? Vous vous en souvenez, mes chers amis journalistes?
Un gendarme en est mort. Et pourtant, cette entreprise, c'est le formel. Oui, nous sommes à la 4e édition du tournoi Kaay Débattre, édition 2021. Le débat aujourd'hui est entre l'INSEP et le CESTI. Donc nous allons faire un direct, même si les journalistes ne sont pas dans leur peau. Régis, vous m'entendez? Allô? Oui, alors je C'est bon, vous m'entendez. Voilà, ici, oui, et clair. lui, je vais appeler un élève professeur, oui, qui va nous relater effectivement ce qui est en train de se passer. Mais permettez-moi de rappeler que les journalistes qui disent que ce secteur formel a induit la mort d'un gendarme. Si ce gendarme n'était pas dans le secteur formel, qu'est-ce qui va se passer? L'État qui l'a employé va avoir des garanties, va assurer sa famille, effectivement. Imaginez si ce gendarme était dans le secteur informel. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Il ne sera pas assuré. Et voilà l'impact de ce secteur qui garantit une seule personne alors que le secteur formel, en plus de garantir cette personne, garantit sa famille. Demandez aux élèves professeurs qui seront recrutés par l'État. Vous en savez. Maintenant, monsieur Lo, vous êtes en direct dans la 4e édition du tournoi Kaay Débattre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inconvénients qui sont vraiment néfastes? Merci mon cher journaliste qui s'intéresse d'abord à l'actualité de son pays. Les Wolofs disent, mes chers journalistes, kuy tëgg dafa fekk sa dëkk dafa kuy wàlliyaan dafa fekk sa dëkk dafa tëggul. Pour vous dire tout simplement que le professeur Amadou Ali Mbaye a bel et bien notifié dans sa page 37 de son livre intitulé Les entreprises informelles de l'Afrique de l'Ouest francophone que l'économie informelle est truffée d'inconvénients. Réunis par critères, la tenue d'une comptabilité honnête, la taille de l'entreprise et l'enregistrement. Mes chers journalistes, je voulais vous dire que l'économie informelle, encore une fois, renferme que des inconvénients. Vous avez déjà souligné l'occupation anarchique des voies publiques. Parce que tout simplement, c'est ça qui cause les accidents. L'occupation anarchique favorise les embouteillages. Parce que, voyez-vous, un malade qui doit être transporté à l'hôpital, lorsque les marchands ambulants occupent la voie publique avec leurs marchandises, bloquent le passage aux piétons. Donc, ils ralentissent en quelque sorte l'économie sénégalaise. Et je vous le dis, encore une fois, ces étudiants qui l'ont eu à souligner par rapport à leur commerce qu'ils font, de chambre en chambre, en vendant des sous-vêtements, n'est pas un argument de taille. Parce qu'un étudiant, son rôle premier, c'est d'apprendre. C'est à l'État de lui mettre dans des conditions optimales pour qu'il puisse apprendre et devenir un ingénieur, un médecin et soutenir aussi l'économie formelle. Parce que c'est à partir de cette économie formelle que l'État va subventionner ses études, que l'État va subventionner ses denrées alimentaires, que l'État va subventionner tout ce qui lui permettra de poursuivre ses études normalement. Je vais passer la parole à mon cher collègue pour qu'il continue de montrer que l'économie informelle est remplie d'inconvénients. Merci, sans toutefois perdre du temps. Je vous le dis, je vous le répète, le débat n'est pas le secteur informel, mais plutôt l'économie informelle, les amis. Il y a différence entre secteur et économie. Nous, ce que nous voulons, c'est que le Sénégal se développe. Ou bien vous ne voulez pas que le Sénégal se développe. Chers amis, si le Sénégal doit se développer, c'est qu'avec la compétitivité de nos entreprises que nous allons nous développer. Mes amis, il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de voir les conséquences de l'économie informelle. Ou bien, chers journalistes, vous voulez que nous restions dans ce que vous appelez l'économie informelle, afin que des faits divers, tels que le chômage, puissent être à la une de vos journaux. Nous voulons que le Sénégal se développe, les amis. Nous voulons que le Sénégal se développe. J'appelle à ce que l'on ne regarde pas le Sénégal, le futur, sous les yeux du passé. Kaay Débattre avec les grandes écoles. Kaay Débattre avec les...
Il va nous parler du professeur Hassan Seck. Messieurs et dames, tenez-vous prêts à nous parler de Monsieur Hassan Seck. 3 minutes. Parlez-nous du professeur Hassan Seck. Hassan Seck. Hassan Seck est un fils de la région humide du Sud. Hassan Seck est un digne fils du Sénégal ayant porté sans cabale ni cavale le drapeau vert, jaune, rose avec l'étoile au niveau de la couleur jaune. Vert, de sa verte Casamance où il a vu le jour en 1919 à Inor. Du sud au nord, à la recherche du jaune, hors de la richesse savante. Hassan Seck a fait ses études primaires à Saint-Louis. L'homme est un brillant apprenant. C'est ce qui le pousse à traverser le pont après avoir réussi le concours d'entrée à l'école normale William Ponty de Sébikotane. Il est distingué après avoir soutenu sa thèse sur Dakar en 1970. Il est reconnu assistant, maître assistant, enseignant et enfin maître de conférence. Hélas, l'injustice l'a empêché d'accéder à la distinction d'agrégé, car sa lutte contre le colonialisme, son engagement pour l'indépendance du Sénégal a fait que l'homme n'a pas pu soutenir sa thèse pour obtenir cette agrégation. Un cœur vert, pas déprimé de lettres, l'a poussé à faire des études en lettres modernes et en géographie. Hassan Seck, c'est enfin le rouge du sacrifice pour la patrie et la nation. Plusieurs fois ministre sous Senghor et Abdou Diouf pendant 18 ans, l'homme a montré tout son patriotisme durant cette période. Il s'est battu pour que le Sénégal obtienne une place importante dans la diplomatie africaine lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Il est un témoin à part entière de la naissance de notre État. Dans la pirogue menant vers la destinée d'un avenir meilleur pour notre pays, nous n'oublierons jamais ce grand monsieur qui est Hassan Seck, qui est décédé en 2012 à l'âge de 93 ans et qui est aujourd'hui le parrain de l'université de Ziguinchor. Parlons injustice. L'homme s'est battu lors de la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme et a su relever le flambeau de notre pays lors de multiples événements. Merci beaucoup. Le professeur Hassan Seck fut un homme d'État, un homme politique. Il est né le 1er février 1919 à Unor. Il est décédé le 27 novembre 2012 à Dakar. Le professeur Hassan Seck, dont son nom porte l'université Hassan Seck de Ziguinchor. Chers assistants, chers étudiants, c'est bien beau de connaître que l'université de Ziguinchor porte le nom de Hassan Seck, qui est un universitaire. Le professeur Hassan Seck a eu à exercer des fonctions d'État en occupant des fonctions ministérielles de 1966 à 1968. Il a eu à occuper le poste du ministère de l'Équipement, le poste du ministère de la Culture, le poste du ministère des Affaires étrangères du Sénégal et le fameux poste du ministère de l'Éducation nationale. Donc ce fameux universitaire a participé, a contribué à la formation des jeunes Sénégalais. Chers étudiants, honorables invités, auguste assemblée, le professeur Hassan Seck est un homme d'État, est un repère, est une référence pour la jeunesse sénégalaise. Il a écrit des livres. Son premier livre, publié en 1955, il porte sur la moine Casamance.
je souligne que c'est un Casamancé. Le professeur Assane Seck ne s'est pas limité sur la moyenne Casamance tout simplement. Il a écrit un livre intitulé Sénégal, émergence d'une démocratie moderne, un itinéraire politique de 1945 à 2005. Et ce livre a été préfacé par Djibril Sam. Chers étudiants, le professeur Assane Seck a écrit aussi un troisième livre, Les grandes villes d'Afrique et de Madagascar, publié en 1968. Je voudrais, chère assistante, auguste assemblée, charmant public, que toute personne ici présente aille voir les écrits du professeur Assane Seck, parce que c'est un homme politique, c'est une référence pour l'éducation, pour l'université et pour l'incarnation d'un homme d'État, parce qu'il a servi son peuple. Messieurs les membres du jury, pour la rubrique CGT, qui nous proposez-vous d'incarner? Si j'étais le ministre de l'économie et des finances. Chers débatteurs, vous aurez à incarner le ministre de l'économie. Si j'étais le ministre de l'économie, eh bien, nous parlons justement d'économie. Et dans la recommandation, pour qu'il y ait une transformation du secteur informel, mais qui est plus placé que le ministre de l'économie pour établir un plan stratégique de développement sur lequel l'État s'appuiera pour lancer les bases d'une structuration profonde de cette économie informelle. Dans tout pays, hormis l'aspect éducation, le secteur économique est très essentiel. Donc, le ministre de l'économie a un rôle important à jouer dans la transformation des politiques publiques, de sorte à avoir une économie formelle. Et cette formalisation de l'économie doit passer par un investissement sur le secteur informel, sur les PME-PMI, à l'image du Japon, qui a investi sur les PME-PMI, plus connus sous le nom de Keiretsu. Donc, si j'étais le ministre de l'économie, de manière générale, j'allais investir sur le secteur informel, appuyer les PME-PMI, parce qu'ils sont les bases qui puissent propulser notre développement. L'économie, quel secteur, quelle importance? Au-delà de l'éducation, de la culture, au-delà de la sécurité vient l'économie. Un secteur assez important, assez essentiel. Si j'étais ministre de l'économie, que ferais-je d'autre sinon investir sur ces jeunes qui prennent la mer chaque année et qui meurent? Que ferais-je d'autre sinon de financer ces jeunes qui sortent des universités sénégalaises chaque année sans trouver de l'emploi? Et pourtant, ce n'est pas par manque d'intelligence, ce n'est pas par manque d'initiative. Ils ont les idées, ils ont la formation, ils ont la qualification. Il leur manque juste le fonds qu'il faut. Et donc, si j'étais ministre de l'économie, comment ferais-je d'autre, ou quoi ferais-je d'autre, sinon d'investir sur ces gens-là? Investir sur les jeunes, nous le savons tous, c'est investir sur l'avenir du pays. Combien de fois on nous a répété cela? L'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Si j'étais ministre de l'économie, mesdames et messieurs, j'investirais sur cette jeunesse-là. Si j'étais ministre de l'économie, j'investirais sur cette économie informelle, sur ces vendeurs de café Touba, sur ces vendeurs de beignets, de les regrouper autour de PME, comme l'a dit mon camarade, de leur proposer des plans de réflexion, des projets, de les financer, afin qu'ils s'auto-entreprennent. Parce que l'histoire nous a appris que l'État, à lui seul, ne peut pas créer d'emplois. Et sa prérogative est justement d'encourager l'auto-employabilité. Si j'étais ministre de l'économie, mesdames et messieurs, voilà sur ce quoi j'allais m'appesantir. Merci. NCEP, est-ce que vous êtes prêts? Bonsoir, monsieur le ministre de l'économie. Bonsoir, monsieur le Donc, journaliste. vous êtes toujours à une autre édition, une rubrique de l'édition Cahiers de débat qui s'appelle « Si tu étais ». En tant que ministre de l'économie, selon vous, qu'est-ce qui déstabilise l'économie, monsieur le ministre? Mais monsieur le journaliste, comme vous le savez, c'est l'économie informelle par rapport aux organes de presse, par rapport aux journalistes qui mettent leur place où ils veulent, qu'ils se considèrent comme des journalistes,
alors qu'ils n'ont pas eu une bonne formation. C'est toujours l'économie formelle. J'imagine. Oui, c'est toujours l'économie informelle qui met à terre l'économie du Sénégal. Monsieur le ministre, vous pensez que essayer de relancer cette économie informelle et l'amener dans le formel va booster l'économie selon vous? Oui, bien sûr. Parce que tout ce que je vais faire d'abord, c'est de mettre en place une bonne entreprise comme l'ADPME, Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises, de les encadrer pour qu'elles soient formelles d'abord. Parce que sans la formalisation, nous aurons toujours des taxes, nous aurons toujours une fragilisation de l'État parce que c'est toujours le non-paiement des impôts et des taxes. Monsieur le ministre, le non-paiement des impôts, effectivement. Parlons aussi du non-paiement des bourses. On a constaté que chaque année, il y a un retard vraiment considérable par rapport aux bourses. Les étudiants ne vont pas me laisser mentir. Oui, bien sûr. En tant que ministre de l'économie, quelle action allez-vous mettre pour, selon à votre niveau, impacter sur ce manquement? Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Vous savez bel et bien, moi j'ai fait mes études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'instaurer la compétitivité. Parce que l'Ecobank, tout simplement, ne peut pas gérer la bourse des étudiants. Vont affirmer cela. Voilà, il faut qu'il y ait d'autres entreprises qui vont gérer les bourses pour que les étudiants peinent à recevoir, avant même la fin du mois, leur bourse. Monsieur le ministre, si vous le permettez, même notre camarade était en repose des bourses parce qu'il n'y a que l'Ecobank qui est là. Effectivement. Donc, je vais créer aussi, je vais faire appel à d'autres entreprises pour qu'elles viennent soutenir l'Ecobank. Et en plus de cela, je vais même favoriser le secteur formel pour que la bourse des étudiants soit augmentée ou bien doublée. Parce que ces étudiants aussi doivent vivre correctement. Ces étudiants aussi doivent avoir quelque chose à acheter pour au moins propulser leur avenir. Merci beaucoup pour les promesses. Les étudiants sont avec vous, je vous rappelle. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à ce match de haute facture qui a opposé le CESTI, sous vos applaudissements, et l'INSEP. Je vais demander aux deux équipes de se lever, aux deux co-débatteurs et débattrices de se lever et de se congratuler sous les applaudissements du public. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la DTV, nous sommes à la phase des résultats. Qui du CESTI et de l'INSEP aura gagné cette rencontre? Nous allons passer tout de suite la parole au président du jury, qui n'est autre que l'éminent Pafay, afin qu'il préside ce cérémoniel de remise d'informations par rapport aux résultats. Mesdames et messieurs, une écoute attentive pour le jury, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le présentateur, maître de cérémonie de ce quatrième match. Alors aujourd'hui, je préside de façon exceptionnelle le jury, puisque Dr Khalifa est empêché. Voilà. Donc je prends le micro à sa place et voudrais remercier mes collègues qui sont là à mes côtés, professeur Naïb Sabba, éminent professeur de littérature réformatrice, et Sindé Davi également, que vous connaissez très bien, un éminent juriste également, professeur en communication, de communication orale, du leadership. Alors, d'abord je donne la note des matchs, c'est 11,37. 11,37, qui est une note relativement bonne. Tout à fait. Alors, le score, l'INSEP totalise 10,75. Bon, 10,75. 10,75. Voilà. Pour l'INSEP. Pour l'INSEP. Et CESTI, 12. 12 pour le CESTI. Mesdames et messieurs, on demande le silence jusqu'à la fin de la proclamation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui en ressort meilleur débatteur ou débatteuse? Meilleur débatteur ou débatteuse, Mamadou Diao Diallo. Mamadou Diao Diallo. Voici, mesdames et messieurs et très chers téléspectateurs, qui met fin à ces rencontres de haute facture. C'était Gullivaille pour la DTV.
qu'à débattre au sein de la faculté. Je vous remercie. Kai, kai, débat, kai, fini débat.